SBL et Artora vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmènent là où dialogue l'art et le droit. Je suis Delphine Brunet-Stoclet et aujourd'hui, fête de la musique, nous vous parlons du boléro de Ravel. Que se passe-t-il quand la propriété d'une œuvre n'est pas précisément déterminée ? Pourquoi le célèbre boléro de Ravel, cet air connu internationalement, a-t-il fait l'objet de nombreux procès ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce 3 minutes d'art et de droit. En France, une œuvre originale est protégée par le droit d'auteur, régi par le Code de la propriété intellectuelle. Ces droits d'auteur peuvent être cédés à des tiers, comme des maisons de disques, des éditeurs ou des producteurs, pour être exploités. Les contrats d'exploitation de ces droits doivent être rédigés par écrit et spécifier les droits cédés, leurs limites et leur durée. Cependant, lorsque l'auteur décède, sans héritier direct et sans donner de directives claires quant au futur financier et juridique de son œuvre, à l'instar de Ravel et de son boléro, les péripéties qui en découlent peuvent être véhémentes. Né en 1875 à Cibourg, décédé en 1937 à Paris, Maurice Ravel est un compositeur français connu pour son utilisation innovante de l'harmonie et du rythme, ainsi que pour un style musical dit impressionniste. Ancien étudiant du Conservatoire de Paris, il connaît une carrière à double vitesse, entre reconnaissance officielle et difficultés financières. L'expérience de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il s'engage dans l'armée en tant que conducteur d'ambulance, le marque profondément et il cherchera à rendre compte de son vécu dans ses compositions. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve Ma mère Loi et Gaspard de la Nuit, le concerto pour la main gauche, ainsi que des pièces composées pour l'univers de la danse comme Daphnis et Chloé et son très célèbre Boléro qu'il compose en 1928. Cette dernière œuvre, créée pour un ballet, connaît immédiatement un succès mondial. Aujourd'hui, le boléro est encore très connu pour sa structure et son rythme répétitif. Inspiré de la contradanza, une danse cubaine au rythme syncopé en 2 quarts, le rythme de la composition est répété plusieurs fois, martelé par des percussions, lesquelles doivent rappeler au spectateur la cadence d'un tambour de guerre. Ravel a recours à un grand orchestre pour accompagner ce rythme omniprésent avec de nombreux crescendo et décrescendo, innovations utilisées par le compositeur pour accentuer la tension dramatique du morceau. Aujourd'hui encore, le boléro de Ravel continue de fasciner. Mais c'est ce même morceau qui, quelques années après la mort du compositeur, fait éclater une longue querelle juridique. Lorsque le boléro est créé à l'Opéra de Paris en 1928, Ravel ne touche pas de royalties pour les nombreuses diffusions et interprétations de l'œuvre. En 1937, victime d'une maladie cérébrale fulgurante, il décède sans avoir pu régler les questions financières liées à son œuvre. Après la Seconde Guerre mondiale, les droits d'auteur du boléro sont attribués à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui collecte les redevances pour les auteurs. Cependant, cette attribution est contestée par les héritiers de Ravel, qui estiment que la SACEM n'a pas le droit de percevoir ces droits. Ces derniers décident alors d'intenter un procès contre la SACEM en 1953 pour récupérer les royalties résultant de l'exploitation du boléro. Le tribunal de grande instance de Paris donne raison aux héritiers en 1955, mais la décision est infirmée en appel en 1956. En 1961, les héritiers de Ravel reviennent à la charge et intentent une nouvelle action en justice pour récupérer les droits d'auteur du boléro. Cette fois, ils obtiennent gain de cause et les droits leur sont restitués. L'enjeu est de taille, car le boléro est déjà l'une des œuvres les plus jouées au monde, permettant aux ayants droit d'en obtenir d'importants revenus. Mais les démêlés judiciaires, qui auraient pu n'être que de simples questions d'héritage, ne s'arrêtent pas là. En 1975, le producteur américain James Stein rachète les droits d'auteur du boléro pour une somme importante, estimée à plus de 5 millions de dollars. Il crée une société, Bolero Records Inc., pour commercialiser l'œuvre. En 1989, les héritiers de Ravel intentent un procès contre Bolero Records Inc. pour contrefaçon et violation des droits d'auteur et accusent la société d'avoir modifié l'œuvre de Ravel sans autorisation pour en créer une version plus courte et plus commerciale. La justice américaine leur donne raison en 1992 et ordonne à Bolero Records Inc. de verser des dommages d'intérêt aux héritiers de Ravel. En 2016, soit 70 ans après le décès de Ravel, le boléro tombe dans le domaine public. À l'issue de cette période de protection, vous pensiez que c'était fini ? Eh bien non, l'histoire juridique du fameux air aurait été trop courte.
En 2018, les ayants droit d'Alexandre Benoît, peintre et décorateur, ont assigné la SACEM pour obtenir les droits sur le boléro de Maurice Ravel en tant que co-auteur présumé du ballet. L'intérêt ? Si Benoît est reconnu comme co-auteur, étant mort en 1960, le boléro pourrait retomber dans le domaine privé jusqu'en 2039. La demande a été rejetée par la SACEM, qui a refusé de reconnaître le statut de co-auteur à Benoît, faute de preuves écrites. Les ayants droit ont engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de la SACEM devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Pourtant, les descendants de Benoît ont un allié de taille, l'héritière principale de Ravel, Évelyne Penn de Castel. Mais elle est aussi contestée, puisque sans lien de famille avec le compositeur, elle est devenue son héritière suite à une histoire successorale rocambolesque. En effet, Maurice Ravel, n'ayant pas eu d'enfant, ses biens et droits d'auteur ont été légués à son frère, Édouard Ravel, à sa mort en 1937. Après le décès d'Édouard en 1960, sa gouvernante et aide-soignante, Jeanne Taverne, hérite de tout. Puis son mari, Alexandre Taverne, après sa mort. À la mort d'Alexandre, sa seconde épouse, Georgette, hérite avant que sa fille, née d'un premier mariage, Évelyne Penn de Castel, ne prenne possession de l'héritage après le décès de Georgette en 2012. Aucune décision de justice n'a, à notre connaissance, été rendue en réponse à ces différentes revendications. Mais ces histoires démontrent combien la question de la propriété intellectuelle d'une œuvre, sa titularité ou son exploitation peut être complexe.